Bonjour mesdames et messieurs, je tiens à saluer madame la sous-préfète qui est ici, monsieur le sénateur qui est également présent, le président de la communauté de communes, madame Régine Anglard qui représente le président du conseil départemental également, et un certain nombre de collègues des communes voisines. Je les remercie pour leur présence. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. C'est avec beaucoup de plaisir. Quelqu'un peut ouvrir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux, cérémonie à laquelle nous avons ajouté l'inauguration du carrefour que nous venons de faire à l'instant en présence de madame la sous-préfète. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons l'opportunité de faire le bilan de l'année écoulée et de partager nos espoirs pour celle à venir. Nous vivons dans une période marquée par une instabilité politique et des bouleversements internationaux. Ces événements nous rappellent la précieuse stabilité de nos communes, qui offrent dans ce contexte mouvementé un espoir et surtout un esprit apaisé. Les élus locaux sont souvent en première ligne, gèrent des questions fondamentales comme la solidarité sociale, l'aménagement du territoire, la salubrité, la sécurité, l'ordre public, et j'en passe. Leur action est essentielle, et je tiens à saluer ici l'engagement de chacun. Nous avons la chance de vivre sur un territoire paisible, loin des drames qui se jouent dans d'autres régions du monde. Il faut vraiment l'apprécier. Cela ne doit pas nous empêcher de rester attentifs et solidaires face aux grandes questions internationales, et notamment en affirmant notre volonté, à travers une Europe forte et unie, d'être présent sur la scène internationale. Précisons que nos commémorations officielles, comme le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, sont autant d'appels à préserver la paix. Et je vous invite également à y participer. Malgré ces diverses contraintes, notre commune a poursuivi son programme de développement et a réalisé plusieurs investissements. Tout d'abord, on va parler de fiscalité, puisque sans fiscalité, on a du mal à faire des investissements. Alors, contrairement à certaines informations erronées qui ont pu circuler, être propagées, l'augmentation de la CFE est une décision de la communauté de communes et non de notre commune. Et non, je dis bien non, la CFE ne financera pas la commanderie, contrairement à ce que j'ai pu entendre à de multiples reprises. Certains commerçants ont oublié que la CFE venait abonder un fonds économique de la communauté de communes qui permettait après de subventionner notamment l'agencement de la boucherie, puisqu'il y avait eu une dotation de 5 000 € de la communauté de communes à l'époque. Le département avait également financé. Donc, pour pouvoir financer, il faut avoir des recettes. Donc cette CFE qui remplace la taxe professionnelle qui, à l'époque de la refonte fiscale, avait très très largement diminué. Aujourd'hui est remise plus ou moins à niveau, et encore on est loin des montants payés de taxe professionnelle à l'époque. Concernant la commune, c'est la taxe foncière. Là aussi, la taxe foncière pour l'instant n'augmentera pas. Tout simplement parce que nous avons fait cet effort il y a quelques années, 3-4 ans, on avait augmenté la taxe foncière en plusieurs étapes, pour tout d'abord coller à peu près à la moyenne des strates des communes de notre canton, d'une strate globalement, même au niveau de la région. Donc nous n'allons pas augmenter les taxes foncières. Malgré tout, nous poursuivrons les investissements. Le premier investissement, celui qu'on vient d'inaugurer, le carrefour de la RD 62, sécurisation de ce carrefour qui était dangereux, qui avait fait l'objet d'un certain nombre d'accrochages d'ailleurs. Donc inauguration en présence de madame la sous-préfète grâce à un financement mixte de la commune et de l'État et du département. Et je remercie également les riverains qui ont rétrocédé une partie de leur propriété pour faire cet aménagement qui comprend aujourd'hui des stationnements aux normes, des arrêts de bus sécurisés pour les enfants et l'élimination d'une habitation qui était insalubre et qui aurait pu coûter de l'argent à la collectivité si on avait dû prendre des arrêtés de péril et prendre en charge les travaux. Voilà. Donc le coût total de cette opération, c'est 397 264 €. Le département nous a financé à hauteur de 60 000 € sur ce projet. L'État, à travers une DETR, donc là c'est
l'arbitrage de Madame la sous-préfète, 91 666 €. Nous avons un petit bonus, alors qui n'est pas directement lié au fonds récompense qui est installé là-haut, mais ce qu'on appelle les amendes de police. Donc on avait eu 5 000 € d'amendes de police, qui ce sont des fonds qui sont reversés pour la sécurisation des voies de circulation. Et au final, c'est la commune qui a financé 240 000 € sur ses fonds propres. Là aussi, on avait anticipé cette opération, donc on n'a pas eu besoin d'emprunter, voilà, pour être très clair. L'agence de l'eau, par contre, là, on a eu 0. L'agence de l'eau qu'on a sollicité, puisque ce parking est équipé d'une zone d'infiltration des eaux pluviales. C'est ce qui, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre l'imperméabilisation des sols, lutte contre la prévention des inondations, ce parking est équipé aussi bien sur la zone de parking qui est enherbée, avec une structure ouverte, que ce qui est collecté sur la voirie passe dans une zone, un bac d'infiltration, et ce bac d'infiltration est quand même relié au pluvial au cas où il viendrait à être saturé. Voilà. Théoriquement, on aurait dû avoir des fonds d'agence de l'eau, ça n'a pas été le cas, tant pis, c'est fait. Concernant la collecte des déchets, vous avez vu, il y a un nouveau programme qui est sorti, il y avait une réunion publique qui s'est déroulée d'ailleurs ici même. La collecte des bacs marrons qui était toutes les semaines passera tous les 15 jours. Ce n'est pas la volonté à terme de vous supprimer la collecte en porte-à-porte, c'était tout simplement parce que les camions circulaient à un tiers de leur capacité. Voilà. Donc à une époque où on essaie de rationner les investissements et les dépenses, ça paraissait logique d'augmenter la cadence de collecte pour le même service. Ça voulait dire que vous sortiez une fois sur 3 vos bacs marrons. Ça veut dire que vous triez bien. Ça veut dire que les bacs jaunes sont également bien fournis. Eux, on reste sur une collecte de 15 jours. Là aussi, il y a souvent une confusion. On dit que les taxes d'ordures ménagères, la taxe incitative, portent que sur les bacs marrons. C'est vrai. Mais dans votre taxe d'ordures ménagères, vous avez également l'élimination de tous les autres déchets, que ce soit les verres, les bacs jaunes, qui eux ne cessent de progresser, et aussi bien la déchetterie, voilà, qui est financée par cette taxe. Sachant que dans les bacs jaunes, seulement 20% est réellement recyclé. Les 80% qui restent sont soit incinérés, soit enfouis. Alors de moins en moins enfouis, plutôt incinérés. Ce qui veut dire que l'objectif, ce serait quand même à terme d'arriver à diminuer ces bacs jaunes. Voilà. On connaît, il y avait eu un débat d'ailleurs le soir de cette réunion publique, qui est responsable, l'industriel qui produit le déchet ou le consommateur qui le génère. Bon, je ne vois pas le débat. Sur la question des lotissements, là aussi on a un petit rebondissement sur le lotissement Clinton. Vous savez, ce lotissement qui est viabilisé depuis une vingtaine d'années. Il y a des discussions qui étaient en cours avec la société. On était à 2 doigts de signer un acte de rétrocession au profit de la commune. À 2 jours de la signature de l'acte, eh bien, la société s'est rétractée. C'est parti dans une procédure judiciaire entre le créancier et la société. Donc du coup, je n'ai plus de date à vous donner concernant ce lotissement. Le deuxième lotissement, là, le projet est porté par Périgord Habitat. La construction, j'ai fait le point avec eux la semaine dernière, la construction devrait démarrer là, dans le semestre. Mais là, c'est pareil, je ne m'engage pas pour Périgord Habitat. On verra. Et enfin, la commune, qui, sans attendre l'évolution de ces 2 précédents dossiers, la commune mettra en vente des lots du lotissement Malherbe, qui se trouve à peu près au niveau du stade, après le stade, sur votre gauche. Et là, c'est 8 lots qui seront proposés à la vente, et ça, dès que le permis d'aménager sera revenu, probablement fin juin. Voilà. Une petite information aussi sur les finances, enfin, ce qui concerne les finances de la commune, concernant les participations qu'on peut verser, celle du SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours, d'ailleurs que j'ai oublié de saluer pour leur présence, ainsi que la gendarmerie, excusez-moi messieurs. Donc la participation de la commune s'élève à 31 000 €. Voilà, parce qu'on a souvent du mal à chiffrer ou avoir une idée des dépenses qui peuvent peser sur la collectivité. Voilà un exemple, 31 000 pour le SDIS, sur un budget départemental qui s'élève à près de 17 millions d'euros. Voilà. Il faut savoir que bon, les pompiers font un très gros travail, et quelquefois même viennent pallier la question du désert médical, voilà, qui n'est pas négligeable. Avec le SDIS, on a également
un partenariat privilégié, puisque cette année on renouvelle l'opération de brûlage dirigé, vous savez, pour la lutte contre l'incendie, préservation des paysages, lutte contre l'embroussaillement. On a le Muséum d'histoire naturelle, on a l'OFB, l'Office français de la biodiversité, le CNRS et les services de la DDT qui nous aident aussi dans l'élaboration de ce plan d'action. Nous avons le projet photovoltaïque, vous savez, ce fameux projet photovoltaïque que nous portons depuis 4 ans. La société nous a annoncé il y a quelques semaines qu'elle a abandonné le projet. Q-Energy donc abandonne le projet tout simplement parce que il est compliqué de monter ce dossier et par conséquent nous avons résilié les promesses de bail amphithéotique sur ce projet et nous reconsultons à ce jour 3 nouvelles sociétés pour reformuler le projet, l'adapter, puisqu'il y a une loi qui est passée sur l'agrivoltaïsme, donc on en profitera pour adapter le projet à cette nouvelle loi, à cette nouvelle réglementation. Notre volonté reste toujours la même, de porter ce projet tout simplement pour répondre aux objectifs de la loi APR qui vise à développer les énergies renouvelables. Donc ça, on ne change pas de cap à ce niveau, sachant qu'on est en retard au niveau national. Voilà, il y a des objectifs qui étaient fixés et les projets ont du mal à sortir. La preuve, le premier n'est pas sorti, le second, j'espère qu'il sortira. Et accessoirement, il pourrait nous rapporter entre 50 et 70 000 euros de recettes annuelles, à la fois sur des recettes locatives et sur des recettes fiscales. La voirie c'est pareil, c'est des dépenses qu'on a régulièrement. On y consacre entre 15 et 20 000 euros par an. L'année dernière, on a fait une petite enveloppe, on n'était pas loin des 9 000 euros. Mais bon, cette année, 2025, je pense qu'on va repartir sur une enveloppe de 20 voire 25 000 euros. Sur l'aménagement et notamment l'agenda 2030, vous avez vu, on a poursuivi la végétalisation des espaces imperméabilisés. On a végétalisé la cour des écoles, la place centrale. Alors ça a surpris quelques-uns de retrouver des arbres, de ne pas pouvoir se garer en travers comme ils faisaient autrefois. Ben voilà, vous aurez bientôt à terme des arbres pour vous abriter ou abriter vos véhicules en période de canicule. Ce qui permettra aussi d'abaisser la température ambiante. Dans le cadre de cet agenda 2030, donc il y a souvent des bénévoles, et je les remercie, souvent des bénévoles qui portent les actions et qui donnent de leur temps. Nous avons également dans cet agenda 2030 les jardins familiaux qui fonctionnent très bien. C'est toujours agréable de voir ces jardins fleuris et animés au printemps. Avec ce verger conservatoire aussi qui est en place avec un certain nombre de collections de variétés anciennes. Sur la question de l'évolution du droit de l'urbanisme, je vous en avais parlé l'année dernière, donc ça c'est une compétence de la communauté de communes. Le PADD, plan d'aménagement et de développement durable, est en cours d'élaboration avec la contrainte du ZAN. Vous vous souvenez, je vous avais dit que les surfaces constructibles seraient réduites dans l'objectif de préserver la consommation des espaces fonciers et agricoles surtout. Donc on n'y coupera pas. On avait déjà subi une coupe sévère quand on était passé du POS au PLU. Là, quand on est passé du PLU au PLUI, eh bien, il y aura sûrement de nouvelles coupes. Malgré tout, j'ai fait le point avec les services de l'urbanisme la semaine dernière et je les remercie. Ils ont bien pris en compte toutes les remarques qu'on avait faites et toutes vos sollicitations. Donc voilà, tout ça c'est bien dans le dossier et ça sera traité en temps utile. Tant qu'on est sur les compétences de la communauté de communes, certains ont dû remarquer, s'ils fréquentent les chemins, les voies douces, le chemin de la Grézelle en allant sur Colly a été aménagé. Alors ça a été aménagé sur une parcelle qu'on avait achetée il y a 3-4 ans également, en prévision du développement de ces véloroutes voies vertes. Et vous avez écoutez, un très bel aménagement qui vous permet d'aller jusqu'à Colly. Donc ceux qui souhaiteraient aller à Colly à vélo, vous pouvez profiter d'une chaussée en calcaire de très bonne qualité. Et je remercie la communauté de communes et les services d'ailleurs qui ont pris en main ce dossier. Un autre axe viendra, celui de la vallée Vézère. Là aussi, il y a peut-être des cadrages à faire, mais ça, on verra le moment venu. Ça ne tardera pas à venir. Je ne vais pas faire le point de toutes les compétences de la communauté de communes, sachant que le président, vu le programme qu'il y a, ne pourra pas prendre la parole. Je vous invite plutôt à aller à ces vœux, qui sont le 23 janvier à Terrasson.
Et en tous les cas, je remercie pour la collaboration qu'on a et les travaux qui sont menés sur la commune par la communauté de communes, puisque la communauté de communes a un certain nombre de compétences non négligeables et qui apportent des services au territoire, et notamment le bus France Service que l'on a, qui vient régulièrement sur notre territoire. Je remercie également le SDE avec Lionel Armand-Gagnant, qui est aussi attentif à nos projets d'enfouissement ou de rénovation du réseau d'éclairage public. Donc merci pour toutes les attentions qu'il porte à nos dossiers. Je remercie également Jean de Maison, qui est président du SIAP, syndicat d'adduction d'eau potable. Là aussi, c'est un gros syndicat avec de grosses charges, de gros investissements. Je leur souhaite aussi beaucoup de courage parce que c'est quand même une problématique de la ressource en eau pour les années à venir et les charges d'investissement qu'ils ont à assumer, les uns comme les autres. Diverses acquisitions vont être réalisées là, dans le mois qui vient. Alors, ça fait un moment, j'aurais préféré qu'elles arrivent un peu plus tôt, mais bon, malheureusement, des dossiers étant empilés sur le bureau du notaire. On devrait signer ça la semaine prochaine. Et certains, vous avez dû recevoir même des procurations pour régulariser des petits bouts de voirie. Et je vous avais promis qu'on réglerait ça. Donc voilà, ces petites régularisations vont arriver. Donc c'est pour ça que vous avez reçu un certain nombre de courriers pour qu'on puisse mettre ça au clair. On va en venir aux gros investissements. Je vais commencer par le moulin. Le moulin de la commanderie. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, je remercie Madame la sous-préfète qui nous avait ouvert la turbine du moulin, qui nous avait fait l'honneur de démarrer cette turbine qui n'avait pas fonctionné depuis 50 ans. Voilà. Et ça ne s'est pas fait tout seul, non pas avec Madame la sous-préfète, mais plutôt les travaux préparatoires. Et là, je remercie tous les bénévoles, parce que là, ça n'a pas coûté un centime à la commune. Je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé aussi bien sur le bief que sur le moulin, et notamment à 2 mécaniciens qui nous ont démonté la turbine, qui est une pièce de collection, qui ont tout remis en état, qui ont traité, qui ont usiné même des pièces, et qui ont permis à Madame la sous-préfète de nous redémarrer cette turbine à l'occasion de la fête médiévale. Alors, bien entendu, le programme de restauration, toiture et gros œuvres est inclus dans le plan de financement que je vais vous développer tout à l'heure, qui concerne le site global de la commanderie. Concernant la commanderie, permettez-moi de clarifier un point important aussi. C'est un édifice patrimonial qui appartient à la commune, et parfois souvent confondu avec un établissement commercial situé à proximité, le restaurant nommé l'hôtellerie de la commanderie. Je tiens à souligner d'abord que cet établissement n'a pas de lien historique spécifique avec la commanderie, d'ailleurs pas plus que le village, et qu'il n'est pas géré par la mairie. Voilà, que ce soit clair. Certaines confusions ont pu induire en erreur et détourner l'attention du véritable site historique que nous avons à cœur de restaurer et de valoriser. Ce site emblématique, qui est le reflet de l'identité de notre village, qui fait aujourd'hui l'objet d'un programme de restauration mûrement réfléchi. Ce patrimoine remarquable a tout de même été récompensé, a été lauréat du Loto du patrimoine. Ce projet est également soutenu par des fonds européens, des fonds de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, du département et même de la communauté de communes lors de l'acquisition. Voilà. Donc c'est quand même un projet important, soutenu par diverses structures. Et je tiens aussi à remercier tous les donateurs, puisqu'on voit encore arriver aujourd'hui, à travers la collecte de la Fondation du patrimoine, des dons privés qui arrivent petit à petit. On va approcher les 20 000 euros très rapidement, je pense. Donc je remercie ces donateurs. J'en profite à l'occasion. Tout à l'heure, vous aurez sûrement des dépliants pour cette collecte qui vous permet aussi de défiscaliser ce don. Voilà, ce qui n'est pas négligeable également. Et donc je remercie aussi là tous ces bénévoles qui ont travaillé depuis 5-6 ans sur le site de la commanderie, qui ont passé un certain nombre de leurs week-ends à travailler, à porter de lourdes charges, à évacuer un certain nombre de déchets. Je les remercie pour ce travail effectué pour le compte de la commune et de la collectivité en général, et ceci à moindre coût. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on redémarrera des programmes de réhabilitation de chantiers collectifs, cette fois-ci à l'intérieur,
mais sous couvert de l'architecte et du coordinateur SPS, enfin sécurité si vous voulez. Donc ce ne sera pas fait comme ça n'importe comment. Concernant le plan de financement de ce projet global de restauration du site de la commanderie, nous avons mené plusieurs étapes de consultation dans le cadre des marchés publics. C'est des procédures qui sont longues mais très encadrées. On peut penser qu'on va arriver à une somme globale de 4,3 millions. Donc on a bien abaissé le montant de la facture globale, mais je tiens à préciser que ça concerne tout le site. C'est-à-dire le moulin, le bâtiment historique de la commanderie avec sa tour, et tous les bâtiments annexes. L'État, à divers titres, je vais vous le détailler tout à l'heure, la DRAC, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Europe, par le biais du fonds Leader, participeront au financement de cette restauration. La commune investira également des fonds propres, comme on l'a fait sur le parking tout à l'heure, puisque nous avons également anticipé cette opération. Mais malgré tout, nous serons obligés de recourir à un emprunt d'environ 2 millions d'euros pour assurer le parfait achèvement sur la totalité du projet. Et j'y reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai l'obligation qui pèse sur nous. Ce programme de restauration, bien sûr, il sera amorti sur 40 ans, notamment le financement. Alors, rien d'exceptionnel, hein. Un bâtiment comme ça, comptablement, il s'amortit sur une quarantaine d'années, voire plus. La station d'épuration qu'on a fait il y a une vingtaine d'années, elle a été amortie sur 50 ans. Les réseaux d'assainissement d'eau pluviale, c'est amorti sur 20-25 ans. Voilà, on travaille sur des projets à long terme et qui, forcément, se financent sur le long terme. Si on reprend l'histoire de la commanderie, sachez que tous les 100-150 ans, il y a eu de lourds travaux. Voilà, donc si on est sur des périodes longues, chaque investissement aura sa durée d'utilisation. Donc la dernière, je crois que c'était la grosse réparation, c'était suite à la Révolution, où un certain nombre de dégradations avaient été faites, le mobilier brûlé, enfin tout avait été saccagé. Voilà, donc souhaitons à la commanderie, après cette phase de travaux, 150 années d'usage paisible. Alors ces gros investissements, c'est aussi un soutien direct à l'emploi local. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puisqu'une grande majorité des entreprises qui sont retenues sont du tissu économique local. Je tiens à remercier d'ailleurs la présence de l'entreprise Bambou et des Compagnons Réunis. Ici présents, je ne vois pas d'autres entreprises. Bon, ils n'ont pas été retenus par l'action du Saint-Esprit. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le cadre d'un marché public avec des règles très contraignantes, très précises, très encadrées. On les a retenus d'ailleurs dans un premier temps pour leurs compétences et leur savoir-faire. Alors le fait de les faire travailler, c'est aussi assurer la pérennité du savoir-faire dans ces entreprises qui se transmettra au fil des générations. On les a retenues également parce qu'elles étaient compétitives et les mieux-disantes en termes de prix. Ça veut dire aussi qu'elles ont travaillé leur dossier. Alors je ne parlerai pas de celles qui ont été exclues très rapidement parce qu'elles pensent que les collectivités ont des moyens non limités et qu'on peut surfacturer. Voilà. Sur le financement, je vais vous lister cette fois-ci tous ceux qui participent directement à cette opération. Alors bien sûr, le bénévolat n'est pas estimé là-dedans, mais c'est peut-être un exercice qu'on pourrait faire un jour. L'Europe, tout d'abord, à travers le fonds Leader, 125 000 euros. Il y a un deuxième dossier qui est en cours de préparation, Sylvain Delahaye y travaille, qui permettra peut-être d'obtenir une nouvelle enveloppe d'ici la deuxième ou troisième tranche. Tout d'abord, l'État, à travers la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui est spécifique, qui se concentre sur les monuments historiques, nous avons une première tranche de 231 600 euros. Le deuxième dossier a été déposé, là en décembre, il sera étudié en 2025, et j'espère qu'on aura une enveloppe similaire. Alors c'est peut-être pas sûr, puisque les financements baissent également au niveau de la DRAC, on était à 20%, on tombe à 15%. Voilà, il y a des restrictions budgétaires à tous les niveaux, ce qui peut se comprendre. Mais c'est un financement de l'État via la DRAC. Et là, par contre, on est sur la question de l'arbitrage de Madame la sous-préfète, au titre de la DETR, et là je la remercie particulièrement de nous faire confiance et de nous soutenir, puisqu'on a eu une première enveloppe de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, de 160 000 euros pour la sécurisation du site et les travaux d'urgence.
puis une deuxième tranche de DETR de 212 600 €, le montant qui vous avait été annoncé lors de la fête médiévale, lors de l'ouverture du chantier de la commanderie. Et nous avons une troisième tranche de DETR qui sera étudiée sur 2025. Mais malheureusement, si j'ai bien compris, Madame la sous-préfète, vous ne pourrez pas arbitrer tant que le budget de l'État ne sera pas voté, dans les grandes lignes. On ne pourra pas notifier, donc le budget, il faut réfléchir. Ce qui veut dire qu'un budget, un État sans budget, ce n'est pas forcément une bonne chose. Peut-être à rappeler à certains. Voilà. Donc si certains élus nationaux ont besoin qu'on leur explique, je me tiens à leur disposition. Serge Mériou défend assez le projet au Sénat. On a encore une troisième intervention de l'État. Et cette fois-ci, elle est assortie de contraintes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on a une obligation de résultat en termes d'achèvement, de délai et de rentabilité économique financière du projet à terme. C'est une enveloppe non négligeable de 800 000 € qui a été attribuée. Donc Madame la sous-préfète a défendu ce dossier auprès de ses services, mais après a été défendu au niveau du préfet de région. C'est une enveloppe conséquente et je remercie Madame la sous-préfète pour le soutien qu'elle nous a apporté dans ce dossier. Et la DDT. Et la DDT, oui, qui s'est déplacée à plusieurs reprises. Voilà, la DDT qui est venue s'imprégner de ce dossier sur place et qui, ma foi, a mené à ce résultat, cette dotation de 800 000 € qui, je crois savoir, était une dotation une des plus importantes pour notre département. La région Nouvelle-Aquitaine également nous financera à hauteur de 200 000 € à peu près. Là aussi, c'est une collectivité qui traverse des difficultés financières. Et écoutez, souhaitons qu'on puisse maintenir cette enveloppe. On déposera également une demande de subvention au titre de la deuxième tranche sur l'année 2025. On verra le résultat. C'est en tous les cas important, vous avez vu, compte tenu de l'enveloppe et de l'intérêt de ce site, c'était important d'avoir ce soutien financier. Maintenant, on peut compter sur deux autres soutiens financiers qui n'étaient pas forcément acquis au départ du projet et qui sont tombés récemment. Donc là, je demande à Patrick Palem de bien vouloir monter, Gérard Biraud et Thomas Chirosa qui représentent l'association 3CH. Parce que c'est aussi en partie grâce à eux qui ont été les porte-parole de notre projet, qui ont défendu ce projet et qui a permis l'obtention de ces enveloppes. Alors, moi j'ai une question à vous poser, comment ça se fait qu'on obtienne des enveloppes aussi conséquentes pour un projet, pour une commune comme la nôtre? Voilà. Merci de me donner la parole, j'espère que tout le monde m'entend. Alors c'est vrai que c'est un peu le hasard, hein, le financement il est tombé par hasard. Par hasard. Personne n'a travaillé derrière, l'association n'a rien fait. C'est ça. La fondation non plus d'ailleurs, c'est venu naturellement comme tous les dons. Non, plus sérieusement, c'est un travail qui a été fait, je crois, en collaboration parfaite avec l'association, Thomas ici présent et vous bien évidemment, et tous les bénévoles, parce que souvent on oublie tous ceux qui travaillent dans l'ombre mais qui sont très importants. Ce projet, il a un sens parce que vous l'avez dit, monsieur le maire, et je ne peux pas répéter tout ce que vous avez dit, mais non seulement il est important pour l'économie, il est important parce qu'un bâtiment comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire dans une commune? Si on ne le restaure pas, on ne peut pas le démolir. Il faut bien faire quelque chose à un moment donné. C'est une décision qui a dû être dure à prendre pour vous, je l'imagine, parce que peut-être que vous avez des gens qui n'étaient pas d'accord, je ne sais pas, c'est possible, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cette décision est importante, parce que c'est quelque chose qui va se transmettre. Et ce n'est pas simplement de vieilles pierres, c'est toute l'histoire qui va avec derrière, et c'est l'ADN de votre commune, et ça c'est important, je pense. Et c'est vrai que dans la période actuelle, tout le monde parle du financement, de l'argent, mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas ce qui restera dans l'histoire, mais dans l'histoire, il y aura cette restauration et cette nouvelle fonction, parce qu'aujourd'hui, je crois malheureusement, l'État n'a plus les moyens de subvenir à tous ces monuments, et c'est important que les communes en prennent, lui donnent un sens dans le paysage et lui redonnent une fonction pour pouvoir le faire vivre. Parce que si on le conserve comme un objet dans un musée, on n'aura jamais les moyens de le restaurer. Donc évidemment, quand on a senti autour de nous tous ces gens qui étaient solidaires, qui avaient envie, qui avaient un vrai projet et qui avaient effectivement des finances qui étaient plus ou moins justes pour finir ce dossier, mais je pense que c'est un bon choix. On n'a pu que s'impliquer, et particulièrement avec toute l'équipe, parce que moi aussi, je représente la Fondation, mais on est 8 délégués,
On a Natalia Rodriguez, Gérard Biraud qui s'est impliqué énormément sur le dossier avec Thomas et qui a donc, de par son passé, je ne vais pas le redire ici, mais qui a pu vous orienter financièrement sur des tas de sujets très importants et vous, dans des aides, je crois, complémentaires, oui, au-delà de simplement ce que la Fondation du patrimoine a pu vous donner ou va vous donner. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être afficher la somme que l'on va vous donner, même si c'est avec plaisir. Voilà, ben, je suis très heureux, avec Gérard Biraud et Natalia Rodriguez ici présents, de vous remettre la somme de 300 000 € pour cette opération. C'est un budget très important. C'est le budget le plus important que l'on a sur un département. C'est ce que la Fondation du patrimoine, c'est avec l'aide de Stéphane Bern et le Loto, évidemment. Donc il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent public dedans, si ce n'est quand il y a la défiscalisation qui est importante et qu'il faut prendre en compte, parce que je vois Madame la sous-préfète, sinon va être furieuse, je ne parle pas de la défiscalisation, donc autant tout de suite le dire. Mais c'est vrai que cet argent-là, c'est de l'argent privé, évidemment, et c'est pour ça qu'aussi, c'est bien de participer à, vous avez vu l'élan, évidemment, c'est un autre élan, mais Notre-Dame de Paris, où il y a eu un élan, je ne parle pas des grands mécènes, c'est un autre débat de défiscalisation, mais vous avez plus de 3 millions qui ont été donnés par des petits porteurs à hauteur de 10 ou 20 €, mais ils ont participé. Et c'est ça qui reste important. C'est ce geste qui est important, quelle que soit la somme. Effectivement, M. le maire en a parlé tout à l'heure, il faut continuer, parce que je crois qu'il y a quand même encore des financements à trouver, et c'est toujours important de pouvoir participer. Donc voilà, ce chèque qui est le maximum que l'on peut avoir dans un département. On est très heureux parce qu'au niveau de la Dordogne, on a donné cette année un aide directe, 1,2 million, ce qui est énorme, quand même, c'est jamais arrivé. On a multiplié par 2 les dons qui ont été donnés. Bon, aujourd'hui, c'est 300 000 € ici, et nous en sommes ravis parce que bon, mon passé m'amène à parler du patrimoine. J'ai travaillé 40 ans dans le patrimoine, donc j'ai une certaine passion pour les monuments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce que c'est un projet, monsieur le maire l'a dit, c'est la suite du savoir-faire aussi des gens, la formation qui disparaît aujourd'hui, les aides qui évidemment disparaissent aussi pour les apprentissages, etc. Donc tout ça c'est des compléments et c'est très bien. Voilà, je suis ravi de pouvoir remettre ça au nom de la Fondation. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'est pour la collectivité. Donc, merci à tous pour le travail effectué, sachant que la collecte qui est encore en cours, qui se déroule et qui va durer encore un an et demi, on voit régulièrement des dons arriver de 100, 150 €, 200, quelquefois plus. Mais écoutez, merci à tous ces donateurs, puisque ça se retrouvera, c'est une enveloppe supplémentaire qu'on espère de 50 000 €, plus un bonus de la Fondation du patrimoine, 60 000 €, voilà. Je vous encourage à poursuivre cet effort qui est collectif. Je vous remercie. Là, je vais donner la parole à Thomas. Thomas, qui est président de l'association 3CH, que vous connaissez tous, parce que si vous suivez les conférences de qualité qui sont faites aussi bien sur la commanderie que sur l'histoire du Périgord, vous le verrez. Et cette association qui avait été créée sous l'impulsion de la commune, pour être clair, joue son rôle et, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, est allé à la recherche de certains financements. Et là, Thomas, je te laisse la parole. Oui, merci Stéphane. Effectivement, bonjour à tous. On est très content de participer à ce projet auprès des élus, auprès de la municipalité. Effectivement, cette association qui a été fondée par plusieurs élus de la commune, je pense à Patrick, à Sylvain, à Laure, à Philippe, à toi également Stéphane. On est très content d'être associés à vous. Le conseil d'administration, c'est 11 personnes pour cette association. Nous sommes très contents aussi de participer aux côtés d'autres animations de la commune et qui sont aussi très importante pour tout ce qui se passe, tout ce qui s'organise autour de la commanderie, comme Conda Animation, et dit aussi, et puis tous les bénévoles, bien sûr. Mais tout ça, du coup, ça permet de communiquer, de faire parler de ce projet,
d'animer aussi les lieux, c'est l'objet de l'association 3CH, son objet c'est d'animer les lieux et son environnement, et également d'aller à la recherche de fonds en soutien à ce projet de restauration porté par la commune. Alors effectivement, on a porté le dossier auprès de la Fondation du patrimoine, et je les remercie parce que c'est très bien passé tout le long de ce processus, et ça a permis d'arriver à ce résultat-là. Et ces résultats, ils ne peuvent être là que parce qu'il y a à Condat effectivement cette énergie et ce déploiement de bénévoles. Et lorsqu'on organise des événements, effectivement, il y a les habitants, les visiteurs qui participent, qui souhaitent apporter aussi leur pierre à l'édifice à travers donc des dons. Il y a les dons qui sont effectués via directement la plateforme de la Fondation du patrimoine. Tu l'as dit tout à l'heure, presque 20 000 € de dons de particuliers, un abondement de 15 000 € qui arrive de mécénat. On a l'objectif d'atteindre 50 000 €, on espère bien sûr dépasser cette somme là, et puis on a aussi, l'association a porté notre dossier auprès de la Fondation Agir du Crédit Agricole, de la caisse locale, avec son directeur Éric Patry. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne l'ai pas vu, il est au fond. Voilà, Éric, voilà, merci beaucoup Éric. Et effectivement, Éric Patry, donc avec la caisse locale du Crédit Agricole, a remis donc un chèque de soutien à l'association Commandé Condat Conférence Hospitalière. Et on poursuit aussi une deuxième étape avec la Fondation Agir Pays de France. On espère aussi atteindre ce même montant, donc une somme qui a été allouée à l'association à hauteur de 20 000 €, voilà, pour la caisse locale. Et puis, donc ce chèque que je remets aujourd'hui, qui a été attribué à l'association et que je remets directement à la commune, donc 20 000 € qui arrivent directement du Crédit Agricole, de la Fondation Agir, et puis voilà, un abondement pour 2024 de 3 000 €, des dons qui ont été apportés directement par des particuliers, des habitants, 3 000 € qui ont été donnés à l'association pour soutenir directement le projet. Bien sûr, l'association, son fonctionnement est soutenu par le département, Régine Danglars qui nous suit depuis le début, Dominique Bousquet avec la communauté de communes qui nous suit aussi depuis le début, et puis c'est une coopération très soudée avec la commune et les élus. Voilà, donc ce chèque remis aujourd'hui, on espère et on travaille pour en amener d'autres par la suite. Voilà, merci à tous. Merci encore. Merci au Crédit Agricole qui a soutenu ce projet. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il va monter au niveau national, ce projet. Le Pays de France, voilà. Pays de France qui devrait, si tout va bien, s'il est bien présenté, le directeur m'a dit oui là-bas, s'il est bien présenté, devrait nous permettre de doubler la somme. Voilà. Donc merci à tous pour la confiance, l'investissement et puis le résultat de ces financements apportés à la commune. Que vous portez à la commune et aux habitants. Voilà, on va s'approcher vers la fin. Je vais quand même remercier les commerçants qui sont actifs sur notre commune et qui participent aux liens du territoire. Je pense à la coiffeuse, à l'épicerie bar qui fait un gros travail aussi de lien social, de service aux personnes. Donc malheureusement, il va prendre sa retraite. Mais le successeur qui devrait arriver au mois de mars m'a l'air très bien, donc je pense qu'on aura un bon relais là, sans problème. Je tiens à remercier également les professions paramédicales qui sont dans la maison communale, qui aussi apportent un service à la population très appréciable. L'équipe devrait s'étoffer encore un peu cette année, si tout va bien, courant 2025. Je remercie également la boucherie pour le soutien particulier qu'elle a au profit de la collectivité et du conseil municipal. Je remercie les carrières ici présentes, représentées. Je remercie la BIP Alkern également, qui sont des activités de la commune, les bétons Lafarge. Je remercie le nouveau garagiste, alors je vois l'ancien mais je ne vois pas le nouveau, Monsieur Deniel, voilà, qui est au fond, qui vient de lever la main. Qui a repris donc l'établissement Chambon, vente de véhicules, réparation, carrosserie. Ça marche tellement bien qu'il recherche un carrossier mécanicien. Voilà. Donc si vous entendez parler de ça, adressez-vous à M. Deniel qui est présent. Sur la commune, il y a également un gros travail qui est fait par le milieu associatif. Et je tiens à les remercier toutes ces associations pour leur dynamisme et leur engagement.
que ce soit lors de la fête médiévale, puisque là on voit toutes les associations et même les habitants qui ne font pas partie forcément d'assaut qui viennent donner un coup de main, les manifestations sportives, des clubs sportifs, des actions culturelles, caritatives, je pense aux dons contre la lutte contre le cancer, voilà, il y a pas mal de choses qui se font sur la commune. Elles jouent un rôle essentiel dans l'animation et le lien social de notre village. Et j'invite chacun d'entre vous à participer à ces manifestations. Alors je vais les énumérer quand même, puisque c'est quand même important qu'elles soient connues. Je vais commencer par l'association communale de chasse, qui est représentée. Le trésorier qui est là-bas, ou Jean-Marie, il me semble que je l'ai vu. J'avais failli les oublier l'année dernière, c'est pour ça que j'ai dit cette année je commence par eux. Voilà. L'erreur est rétablie. Voilà. Je remercie aussi l'autre association, le Chêne Vert, qui a porté un contrat avec la fédération de chasse et qui a permis à la collectivité de replanter une haie de plus de 100 mètres sur une propriété de la commune et qui permet de rétablir un corridor écologique entre le Colis et le massif du Peu, plus-value environnementale, donc en participation avec les enfants des écoles et tous les chasseurs de la commune. Comme quoi tout le monde peut travailler ensemble, et vous voyez, Madame la sous-préfète, on travaille sur les plus-values environnementales sans même qu'on nous demande des compensations environnementales. Je pense au projet photovoltaïque. Voilà. On est exemplaire, mais ça fait des années qu'on mène des actions comme ça. Le club de foot, par contre, très gros club, pareil, qui me sollicite, qui me demande des fonds pour investir sur de l'investissement, et ça serait justifié. Mais voilà, ce club est dans une petite commune, donc il faudra qu'on travaille le sujet pour essayer d'apporter une réponse sur le projet d'investissement qui, comme je le dis, qui serait justifié, puisque les résultats se confirment d'année en année avec de belles performances en Coupe de France, donc ça serait une récompense. L'association de pêche aussi, qui fait un gros travail sur l'entretien du Colis depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils travaillent sur l'entretien de ripisylves, l'hydromorphologie, la continuité écologique, et ceci à moindre coût, aussi bien que le syndicat. Donc là aussi, on peut les encourager. Ils nous sollicitent de temps en temps sur des opérations ponctuelles, mais là c'est pareil, je les félicite pour leur investissement. L'amicale laïque, bien sûr, bon, elle est en train de se restructurer un petit peu. Je remercie aussi le club de course d'orientation pour le travail qu'ils font. Là aussi, venez les voir. On a des compétiteurs qui évoluent en régional et en national, des compétiteurs avec de bonnes conditions physiques, parce que la dernière fois que j'ai fait le circuit violet long, je peux vous dire qu'il était éprouvant. Mais en tous les cas, c'est intéressant. Et ils organiseront une compétition régionale sur 2 journées en septembre 2025. Les chasseurs sont déjà associés à ce projet. Comme quoi on travaille tous ensemble. L'association 3CH, donc on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous la représenter, mais sachez que son assemblée générale se tiendra le 1er février à 10h à la salle des fêtes ici même. Je remercie également l'association Conde Animation, avec toutes les sections, marche nordique, baltrade, chorale, animation culturelle, caritative, la fête médiévale, tout le monde connaît, et le club d'œnologie, où on a un spécialiste qui est aussi dans la salle, je ne citerai pas son nom, qui vient donner des outils pour apprécier des bons vins, mais tout ça avec modération, hein, je tiens à le préciser. Mais un travail de qualité là aussi, hein, je vous invite à y participer. Je pense que j'ai vu le tour des associations. Il y a le dernier, c'est le club de tir qui est également représenté ici, et qui, même s'il est sur la commune voisine, la commune du Lardin, c'est un club de tir qui est sur le territoire de la commune, et un club très bien coté, puisque des tireurs sportifs viennent de toute la Nouvelle-Aquitaine, notamment pour ces pas de tir à 300 mètres, où on a des compétiteurs de haut niveau là aussi. Dernière petite information, le repas des seniors aura lieu le samedi 5 avril 2025, ici même. On change la date, mais vous recevrez le candidato très prochainement dans vos boîtes aux lettres. Il est en cours d'impression. Avant de conclure, je souhaite adresser mes remerciements à tout le personnel communal pour leur engagement sans faille, ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal pour leur travail et le service à l'intention de l'intérêt général, au service de l'intérêt général. Merci également aux nouveaux habitants d'avoir choisi notre collectivité, notre commune. Soyez les bienvenus à Condat.
Et enfin, je souhaite partager avec vous cette citation de Charles de Gaulle, qui résonne particulièrement avec notre engagement collectif. La France n'est réellement elle-même que si elle est au premier rang. Or, pour qu'elle soit au premier rang, il faut qu'elle soit unie dans un effort commun. Voilà. Donc cette unité, nous, élus locaux, nous la vivons au quotidien, dans nos communes. Au-delà des clivages politiques, nous savons travailler pour rassembler et non pour diviser. Voilà, mes chers concitoyens, le temps des vœux est aussi celui de l'espoir. Ensemble, nous continuerons à travailler pour faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre, un lieu solidaire et ambitieux. Je vous présente en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Vive Condat et vive la France! On a déjà dépassé un peu le temps, mais Madame la sous-préfète, vous allez quand même nous dire un mot. Monsieur le sénateur, est-ce que vous voulez dire un mot? Non? En tous les cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute, puisque je le sollicite régulièrement pour faire remonter des questions au Sénat. Et il y a une question en suspens qu'il faudra qu'on traite. Voilà. Mais en tous les cas, merci pour votre soutien. Madame la sous-préfète, si vous voulez bien. Merci, monsieur. On va essayer d'être court, hein, quand même. Je vais être très... Non, mais moi j'ai été court, j'ai raccourci mon discours. Hein, voilà. Je vais faire pareil. En tout cas, merci monsieur le maire de m'avoir invité à ces événements, à ces doubles événements. Donc, évidemment, je commence bien sûr par saluer toutes les personnes présentes. Monsieur le sénateur, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes et l'ensemble des élus présents. Je crois que c'est important, effectivement, cette célébration aujourd'hui d'un double événement. Bon, d'abord, l'aménagement du bourg autour de la route départementale et du carrefour, et puis les vœux de la municipalité aux habitants, qui sont deux temps forts de vie communale et de citoyenneté. Des temps qui nous rassemblent pour faire collectivement un retour sur les événements marquants de l'année et même des années précédentes, et puis se projeter dans les perspectives à venir, avec leur lot d'interrogations, mais aussi d'espérance. Vous avez, au cours de votre discours, monsieur le maire, mis en lumière des réalisations concrètes de la commune, et puis aussi apporté un certain nombre d'explications qui permettent aux habitants de mieux connaître, de mieux comprendre les décisions, et puis aussi l'organisation des institutions qui concourent toutes à l'administration du territoire et à l'organisation de la vie commune nationale. Je reviendrai juste quelques instants sur l'aménagement du carrefour. Alors, en ce début d'année, la symbolique de la route et du carrefour ne vous aura pas échappé, j'imagine, hein, ces routes qui relient les hommes et les femmes, qui apportent le progrès et le développement sur le territoire, et puis les carrefours avec peut-être le sens des choix que nous devons faire. Mais bon, je ne digresserai pas davantage, mais ça m'a un petit peu traversé l'esprit. En tout cas, sur ces aménagements, sur cet aménagement-là, peut-être en reprendre un petit peu les enjeux quand même. La sécurité, la meilleure organisation des flux de circulation, le meilleur accès au commerce et aux services, l'embellissement et le traitement paysager. Donc, un projet plein de sens, très réussi, bien adapté aux enjeux locaux et que nous avons eu plaisir à accompagner effectivement du côté de l'État, parce que c'est bien la vocation des fonds publics, c'est d'aider les collectivités à porter leurs projets et à se développer. Vous avez évoqué aussi un certain nombre d'autres sujets, évidemment le projet phare de la commanderie avec toutes ses composantes, projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps avec de multiples partenariats et vous avez, je crois, su parfaitement en faire partager les enjeux et fédérer toutes les bonnes volontés financières qui vont des citoyens aux instances départementales, intercommunales, régionales, nationales et européennes. Bon, il n'y a pas de fonds mondial pour... on n'a pas trouvé encore, mais on va chercher. On verra si on va chercher. Avec effectivement, vous avez signalé les engagements de l'État. On a
aussi été très attaché à utiliser tous les leviers financiers, bon, celui de la DETR qui soutient les investissements des communes, celui du fonds friche puisqu'on est dans la réhabilitation de foncier avec évidemment pour une utilisation sur des équipements publics et des services qui vont bénéficier à tous, mais des surcoûts évidents qui relèvent de la spécificité du bâtiment. C'est bien aussi la vocation de l'État via ses leviers financiers, mais de favoriser la réutilisation du bâti, en plus de la préservation du patrimoine historique, et puis d'apporter son concours sur les surcoûts qui en résultent. Et nous allons continuer à conjuguer toutes les énergies pour vous aider. Et bien sûr, je crois qu'il faut saluer, indépendamment de tous les fonds publics, l'action de la Fondation du patrimoine et l'action associative qui ont aussi permis de mobiliser des leviers financiers. Puis je vous remercie d'avoir rappelé que même si l'État ne paie pas directement, via la défiscalisation, alors j'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais bon, ça fait aussi un concours financier significatif, puisque quand l'État vous accorde de la défiscalisation, bien évidemment, il se prive de recettes, donc c'est aussi un peu voilà, une manière d'apporter son concours. En tout cas, je crois que c'est important aussi, moi je veux vous rappeler que sur les projets à venir, vous avez prononcé ce mot magique de DETR, dotation d'équipement pour les territoires ruraux. C'est vraiment une enveloppe stable et pérenne, même si son montant va être fixé par le budget, mais une enveloppe stable et pérenne, bon, qui est sur l'arrondissement entre 3,5 millions et 3,7 millions à peu près tous les ans. Donc, dans tous les cas, on a de quoi raisonner sur des enveloppes théoriques en attendant de pouvoir notifier formellement les choses. Et bien sûr, indépendamment des échéances nationales et puis des modalités constitutionnelles de vote du budget, il n'empêche que nous travaillons pas en temps masqué d'ailleurs, tout à fait transparent, de façon tout à fait transparente, mais en parallèle pour être prêt le moment venu à notifier les décisions sur lesquelles nous aurons travaillé. Donc, écoutez, merci encore en tout cas de m'avoir invité à partager ce moment. Pour moi, c'est important parce que je vais essayer de ne pas trop parler, c'est vraiment mon rôle aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est important surtout, c'est d'entendre, c'est d'écouter, j'ai même pris quelques notes, d'entendre vos projets, souvent vos inquiétudes ou incompréhensions, quelquefois il y a des petits coups de patte ou des petits coups de griffe. En tout cas, c'est souvent aussi la manière de poser les problématiques locales, bon, que nous connaissons, que nous partageons, je pense sous le contrôle des élus, y compris nationaux. Effectivement, ce sont des préoccupations que nous avons besoin d'entendre régulièrement pour bien pouvoir en mesurer les enjeux. Et dans l'esprit de Napoléon Bonaparte, qui considérait qu'on administre bien que de près, moi je crois qu'aussi on entend beaucoup mieux en proximité. C'est vraiment à ça que je suis attachée, à cette manière de travailler avec vous, convaincue de l'importance du dialogue et du travail collectif. Je reprends aussi des notions que vous avez évoquées, monsieur le maire, je crois qu'on les partage. Se connaître, s'écouter, s'accepter, rechercher des solutions ensemble. Et ce qu'on constate souvent, c'est que quand les points de vue divergent, la solution, elle est souvent entre les deux, ou en tout cas, le début de la solution, il faut savoir avancer pour le trouver. Mais je crois que sur Pont-de-la-sur-Vézère, c'est une dynamique qui est bien engagée. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, vous avez cité le dynamisme associatif, vous avez cité des partenariats qui sont riches et qui sont porteurs de dynamisme. Vous avez cité aussi le dynamisme économique au travers d'un certain nombre d'acteurs locaux. Je crois que tout ça, c'est très important. Pont-de-la-sur-Vézère, c'est une commune qui, comme beaucoup d'autres, a des atouts et les contraintes qui vont avec. Eh bien, il faut savoir accepter l'héritage qui est le nôtre et puis faire au mieux avec et puis jouer au mieux avec les cartes que le destin nous a données. Donc, moi, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que, bien sûr, le contexte est complexe, inquiétant, incertain, mais si nous portons un regard sur le passé et puis un regard historique, je crois que les enseignements des crises, des drames et des difficultés que nous avons traversés depuis
400 millions d'années, pourrions-nous dire presque ici, hein, monsieur, sous votre contrôle. Je crois que ça nous incite aussi à trouver en nous les ressources et à être confiants dans l'avenir. Pour conclure définitivement, mais je crois qu'il me reste à féliciter chaleureusement, intensément l'ensemble de l'équipe municipale et à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2027. Merci Madame la sous-préfète. J'ai oublié de préciser que le cumul des dotations d'État se monte à 1,4 million sur le projet de la commanderie. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Voilà. En tous les cas, merci. C'est important. 1,4 million. Merci en tous les cas. Bien écoutez, je vous remercie. Alors effectivement, Madame la sous-préfète, j'ai fait quelques mises au point qui s'imposaient. Comme disait mon grand-père, quelquefois en portant le béret un peu trop près des sourcils, on a du mal à voir l'horizon. Et c'est peut-être le cas de certains. Donc, voilà, ça s'imposait. Merci en tous les cas pour votre attention. Si vous voulez bien, vous prenez vos chaises, vous les décalez sur ce côté, puisqu'on va tirer les tables, et on va prendre un verre et on va prendre le temps d'échanger avec grand plaisir. Merci à tous.